Cher Jean-Pierre Chevènement, je crois que tous les participants cadres de Debout la France à cette université de rentrée ont été heureux de vous écouter. Vraiment. Un grand bonheur parce que vous avez tous ressenti qu'il y a eu comme une pause. Le temps a suspendu son vol, le temps politique médiocre a suspendu son vol. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour à nouveau nous livrer à la constitution d'une petite soupe sur un petit feu, comme disait le grand Charles. C'est parce que la France est en danger. Et quand la France est en danger, il est du devoir de chacun de ses filles et de ses fils de se lever. Et il est du devoir des responsables politiques de mettre de côté leur petite soupe pour parler de la France, pour comprendre d'où vient la crise, pour rechercher les solutions concrètes que nous pourrons présenter aux Français. Et voilà le sens de cette invitation aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de questions de la presse. Alors, est-ce qu'il va y avoir une alliance? Est-ce que Monsieur X ou Madame Machin va être sur la liste de Monsieur Truc ou de Madame Y? C'est pas l'objet, je suis désolé. L'objet, c'est pas cela. L'objet, c'est à un moment donné de dire à Jean-Pierre Chevènement, comme nous aurions pu le dire à d'autres, est-ce qu'on ne pourrait pas être sur la même scène, puisque nous faisons la même analyse des événements depuis un certain temps et que nous proposons grosso modo le même grand projet de salut public. C'est ça le sens de cette visite, qui j'espère sera suivie d'autres dans l'autre sens, qu'importe. C'est le sens de cette journée. Et cela dépasse de tellement loin tout ce que nous pouvons faire au quotidien dans nos petites soupes, sur nos petits feux. Alors vraiment, je veux que vous l'applaudissiez parce que pour venir ici, à Debout la France, qui s'appelait Debout la République, mais mon cher Jean-Pierre, la République et la France, c'est la même chose. Et simplement, nous avons considéré lors de notre dernier congrès qu'il y avait en vérité unanimité sur la République qui n'était pas en danger encore que si, puisque la souveraineté l'est, mais que c'était la France dans son ensemble qui était vraiment en péril. Et voilà pourquoi nous l'avons appelé Debout la France. Mais c'est la même chose. Alors merci à Jean-Pierre d'avoir été ici présent. J'avais préparé un discours, mais après avoir écouté Jean-Pierre Chevènement, d'abord, il y a beaucoup des aspects du discours qui sont quasiment identiques, et je ne voudrais pas avoir l'air de le plagier. Et je voudrais juste en tirer quelques leçons. La première, souvenez-vous, cher Jean-Pierre, au moment de votre candidature à la présidentielle, il y avait eu l'expression « les républicains des deux rives ». Comme si il y avait entre nous un fleuve, un immense fleuve, et qu'on se faisait des signes de loin, chacun hésitant à le franchir. Ce fleuve, franchement, j'ai l'impression que c'est un petit ruisseau. Et ce petit ruisseau, on peut l'enjamber. Et pourquoi on peut l'enjamber aujourd'hui, alors qu'il paraissait si vaste, il y a maintenant 15 ans presque, 13 ans? Eh bien parce que nos concitoyens, nous-mêmes d'ailleurs peut-être aussi, ont découvert tout simplement que le clivage droite-gauche, qui était entretenu, qui est toujours entretenu par ceux-là même qui obéissent au même maître et qui font la même politique, ce clivage droite-gauche qui nous est imposé pour nous empêcher de dialoguer ensemble et de contester la politique qu'ils mènent, eh bien ce clivage droite-gauche, il est faux, il est artificiel, il est devenu vide, non pas de notre part, mais de la leur, puisqu'en vérité, ils sont les mêmes. Et ils entretiennent ce clivage pour nous culpabiliser, vous culpabiliser, de tendre la main, d'écouter, de constater simplement que souvent nous disons la même chose, que les patriotes des deux rives sont les mêmes patriotes. D'ailleurs, ils le sont tout simplement parce qu'il n'y a qu'une France.
Il n'y a pas les patriotes de la rive gauche et il n'y a pas les patriotes de la rive droite. Il y a la même France qui est en danger. Il y a la même France qui est en train de se consumer sur elle-même. Et c'est pourquoi je suis absolument convaincu, et je sais que Jean-Pierre l'est aussi, même si nous n'avons pas pu franchir le ruisseau au moment des élections européennes. Je suis absolument convaincu que les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, ceux qui sont patriotes, qui aiment profondément leur pays et qui souffrent à mourir de larmes aujourd'hui de le voir sombrer, ces Français-là, ils savent que nous devons nous unir. Ils attendent que nous envoyions ce message. Ils attendent de nous un peu de courage. Et c'est à ce courage que je veux vous inviter. D'ailleurs, Philippe Séguin, auquel je pense aujourd'hui, car Philippe Séguin, cher Jean-Pierre, aujourd'hui, il est là, il nous regarde. Parce que Philippe Séguin, s'il était vivant, il serait ici aujourd'hui. J'en suis absolument certain. Et le discours qu'il prononcerait, il aurait été quasiment semblable au vôtre. J'en suis certain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Philippe Séguin disait une phrase extraordinairement juste et très simple. Il disait, sous forme d'humour, les deux détaillants s'approvisionnent chez le même grossiste. Et ces deux détaillants qui s'approvisionnent chez le même grossiste, qui ont chacun leur boutique avec leurs réclames, ils ne veulent surtout pas que les clients déçus des produits avariés qu'ils nous livrent depuis tant d'années se réunissent pour ouvrir une nouvelle enseigne et pour proposer aux Français l'offre politique qu'ils attendent. Voilà pourquoi ces deux détaillants essayent de vous impressionner, essayent de vous dire « Surtout, n'allez pas avec un homme de gauche, surtout ne venez pas chez cet homme, horrible homme de droite Dupont-Aignan. » Voilà pourquoi, parce qu'il faut garder la boutique, leur boutique qui est vide parce qu'il n'y a plus personne devant, parce que les gens ne veulent plus venir, car ils savent que les produits sont profondément néfastes pour le pays. Alors oui, pour reprendre une expression du général de Gaulle, ce n'est pas la gauche la France, disait-il, ce n'est pas la droite la France, c'est avec tout cela qu'on fait la France. Prétendre faire la France, c'est pas fini. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, c'est une erreur nationale impardonnable. Nos patriotes, les républicains, c'est la même chose en vérité, doivent d'autant plus se rassembler aujourd'hui qu'ils ont bien sûr compris qu'il n'y avait pas un fleuve entre nous, mais un ruisseau, mais que la France, son exception, sa civilisation, son identité au sens noble, sa voix dans le monde, sont menacées au mieux d'un recul durable, au pire d'une disparition. Nous n'avons pas le droit de laisser ce maillon de l'histoire de France se briser à cause de la lâcheté d'une classe politique et plus largement, car les politiques ont bon dos, d'une classe dirigeante qui a abandonné. Si ce maillon lâche, c'est petit un maillon dans l'histoire du temps, mais s'il n'y a plus de maillon, il n'y a plus de chaîne. Et nous sommes au moment clé où ce maillon est sur le point de lâcher et avec toute l'histoire de notre pays et son avenir. Et voilà pourquoi j'ai souhaité, avec tous ceux qui m'accompagnent et que je remercie globalement ici, que cette université d'été soit placée sous le signe de l'école de la République. Parce que sans une école de la République, il n'y a pas de solidité dans le maillon. Et il suffit que quelques classes dirigeantes abandonnent pour que l'ensemble du pays s'effondre. Et c'est parce qu'il y avait ce maillon de l'école publique qu'après la trahison et l'ignominie de la collaboration, il y a pu avoir la renaissance du pays. Le Conseil national de la résistance et son programme. Et donc, l'affaire de l'école publique, et je remercie les intervenants qui ont été ici présents, elle est fondamentale. C'est peut-être le premier défi du pays aujourd'hui. Rattraper les jeunes générations avant qu'elles oublient ce qu'est la France.
C'est notre premier défi. Et c'est un beau défi de rassemblement des patriotes. Je le disais, Jean-Pierre, il n'est plus temps de faire notre petite soupe sur notre petit feu. Et d'ailleurs, s'il y en a un dans la classe politique française, avec quelques autres, qui a osé envoyer balader la petite soupe, c'est bien vous. Les faits vous ont donné raison. Et je tiens à le rappeler parce que quand on en prend plein la figure, et on a l'habitude d'en prendre plein la figure, c'est pourquoi parfois quand on déjeune ensemble, on a une certaine complicité, non pas que je me permettrais d'en abuser, dit publiquement, mais parce que je commence à comprendre très modestement ce qu'a pu vivre Jean-Pierre Chevènement. Les faits vous ont donné raison sur l'affaire du Koweït. Souvenez-vous, comme on vous a critiqué lorsque vous avez mis votre démission en exécution. Les faits vous ont donné raison, ne l'oubliez jamais, sur l'unité de la République en Corse. Et je me souviens de ce temps. Les faits vous ont donné raison sur les ravages de l'angélisme en matière de sécurité, d'immigration et de paix civile dans les banlieues. Et je me souviens de caricatures ignobles qui m'avaient marqué dans une célèbre émission d'une chaîne de télévision. C'était insupportable, la manière dont on vous a caricaturé alors que vous étiez ministre de l'Intérieur et que vous étiez justement le ministre de la République. Les faits vous ont donné raison, et là je dirais nous ont aussi donné raison sur la politique économique suicidaire dictée par Maastricht et ses avatars. Les faits nous ont donné raison, pardonnez-moi d'employer ce « nous », parce que je veux associer aussi, je pense à Charles Pasqua, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, qui nous a quittés. Et je n'oublie pas Philippe de Villiers, dont certains de ses amis sont ici présents, qui m'a chargé de vous transmettre ses amitiés. Oui, ce sont des femmes et des hommes qui ont été seuls, qui ont dit leur vérité, à un moment où il n'était pas si facile de dire face à une propagande éhontée que la voie qui était menée de traiter d'abandon allait non seulement casser la France, mais abîmer l'Europe. Et souvenez-vous de la propagande à l'époque. Aujourd'hui, il y a les faits qui nous donnent raison, mais à l'époque, il n'y avait que l'analyse de la pensée, l'intelligence des situations, la compréhension de l'histoire, de la culture, qui permettait de faire le grand discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale pour Maastricht, ce discours pour la France que je vous invite à lire. Et je suis certain, sans vouloir vous engager, que vous auriez pu signer Jean-Pierre Chevènement, puisque vous avez combattu à ses côtés et que vous l'avez voté. Donc, c'était beaucoup plus dur à leur époque qu'à la nôtre, puisqu'aujourd'hui les faits nous ont donné raison. Mais ce qui est terrible dans la situation d'aujourd'hui, c'est que plus les faits nous donnent raison, plus les Français se cabrent, protestent, plus nos anciens partenaires respectifs, de gauche pour vous, de droite pour moi, que l'on dit de gouvernement, quelle insulte pour le gouvernement de la France, s'entêtent dans cette impasse politique. Et c'est cela qui reste pour moi le principal mystère. Vous pouvez commettre une erreur, mais commettre une erreur quand les résultats de vos fautes sont devant nous, c'est impardonnable, c'est criminel, c'est de la haute trahison. Je pèse mes mots. Qu'importe les souffrances de nos concitoyens, car c'est d'eux qu'il s'agit, nous ne sommes là que pour eux, que par eux. Le chômage de masse, dans notre ville, ici, à Hyères, 30 000 habitants, l'an passé, 4 suicides d'hommes de 50 ans, parce qu'ils n'avaient plus de travail depuis des années. C'est cela le chômage de masse. Ce sont des destins brisés, ce sont des familles qui n'ont plus d'avenir. La misère sociale, l'insécurité qui fait qu'une fille seule ne peut plus se promener dans nos quartiers, c'est insupportable. C'est pas ça la République. Et plus ces problèmes s'aggravent, plus les souffrances sont là, plus il faut excommunier les voies libres comme les nôtres. Je lisais dans le journal ce matin de l'Essonne, oh, c'est un honneur
qu'un homme mis en examen pour viol me traite d'ennemi politique, car il est toujours responsable du parti Les Républicains, dans l'Essonne. Oui, je suis un ennemi politique. C'est extravagant, non pas que je m'attribue, c'est un honneur, mais ça montre bien la perversion complète de nos institutions. Je ne demande pas qu'on approuve notre combat, parce qu'en démocratie, chacun est libre de ses propos. Mais pourquoi excommunier ceux qui identifient la crise morale, politique, économique, sociale, identitaire même, la plus grave que la France ait connue depuis la guerre d'Algérie? Alors oui, ce qui nous distingue le plus, vous, nous, je crois, des dirigeants socialistes et UMP, c'est que nous croyons encore, sans faiblir, à la France, à son destin, et que nous entendons défendre la République française contre tous les empiétements qu'on veut lui infliger. C'est bien ça l'essentiel qui nous rassemble. C'est cette vision de la France de demain que nous voulons debout, juste, fière. Une France républicaine, en un mot, où il fait bon vivre, dans le respect de chacun, et où chacun sait qu'il pourra trouver sa part de rêve, d'espoir. Car n'en doutons pas, et c'est ce qui nous sépare, j'y viendrai, de la part des protestataires. La France a de magnifiques atouts à faire réussir dans la mondialisation. La France et la République, au fond, les dirigeants actuels n'y croient plus vraiment, à moins même qu'ils n'y croient plus du tout. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison, j'y réfléchissais hier, qu'ils ont si peu de scrupules à se comporter comme ils le font. Et je pensais à une vieille phrase de François Mauriac qui disait, je cite, « Là où les nations n'existent plus, le mot trahison n'a plus de sens. » Magnifique phrase. Là où les nations n'existent plus, le mot trahison n'a plus de sens. Ça rejoint ce que vous disiez à la fin de votre discours sur l'esprit collectif. Car qu'est-ce qu'être français si la France n'existe plus? C'est la question fondamentale, et vous avez raison, de l'individualisme et de l'esprit collectif. Et si les hommes politiques, les hommes d'État en charge de l'État, ne défendent pas le collectif et font preuve de démagogie individualiste, comment le pays peut s'en sortir dans une compétition mondiale très dure? Alors, je ne veux pas revenir sur nos combats communs, sur ce mirage européen qui n'a rien à voir avec l'idéal européen. Ils n'ont eu de cesse de dépouiller la France de tous les attributs de la souveraineté. Et je n'aime pas le terme souverainiste. Je l'ai toujours dit à mes amis. Bien évidemment, la souveraineté est la base, mais nous ne sommes pas souverains pour être souverains. Nous sommes souverains pour mener une politique. Liberté, égalité, fraternité. La souveraineté est un préalable, mais n'est pas suffisante. Alors, vous le savez, le résultat est affligeant. La France est arrivée à un point de vassalisation et de dépendance volontaire, telle qu'elle n'a plus la maîtrise de son propre présent et ne dispose plus la capacité de créer son avenir. L'actualité des récents jours l'a prouvé, je ne veux pas être trop long. La crise agricole, extravagant, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Anne Boissel, notre vice-présidente, agricultrice, elle est où Anne? Elle est là, qui joue un grand rôle dans notre mouvement et dont nous sommes très fiers. Maire, par ailleurs, dans le Calvados, le sait mieux que quiconque. On ne peut rien faire. Mais on ne peut rien faire tout simplement parce que la France est rappelée à l'ordre. Au moment où il y a la crise agricole, Bruxelles réclame l'argent versé aux agriculteurs lors de la dernière crise. On comprend que M. Le Foll, comme son prédécesseur, M. Le Maire, qui se donne de grandes postures, mais qui a tout abandonné à Bruxelles, eh bien, ne disent plus rien. La concurrence déloyale des travailleurs détachés, ce n'est pas le fait qu'il y ait des Roumains ou des Polonais en France qui me gêne, comme on veut le faire croire à chaque fois. C'est le fait que ceux qui les emploient ne payent pas les charges sociales françaises et créent une concurrence déloyale. Ce n'est pas le fait qu'il y ait 10 Roumains qui organisent, qui installent les estrades de l'université d'été du Parti Socialiste qui me gêne. C'est le fait qu'ils ne payent pas les charges sociales en France. Le chômage de masse. Monsieur Macron très bien pour aller briller à l'université d'été du MEDEF, mais c'est pas en ouvrant les magasins le dimanche qu'on va remplir le porte-monnaie, et c'est pas en ouvrant des lignes d'autocar qu'on va régler les problèmes du chômage. C'est absurde. Baisser massivement les charges qui pèsent sur nos PME
et dire très clairement à nos chefs d'entreprise, ceux qui relocalisent auront un bonus fiscal, tandis que ceux qui rapatrient les bénéfices et qui délocalisent n'auront pas de bonus fiscal. Voilà une mesure qu'on attend de M. Macron. En finir avec la réglementation ahurissante qui décourage tous les créateurs, supprimer le RSI qui assassine nos commerçants et nos artisans. Voilà les vraies mesures. Les sanctions sur la Russie, vous en avez parlé, ils ne peuvent rien faire. La négociation sur le TAFTA, je ne veux pas être plus long. J'ai mis 3 mois pour obtenir du président de l'Assemblée nationale et de Mme Guigou, présidente de la Commission, mais c'eût été la même chose si le président était du Républicain, pour pouvoir aller dans une salle, regarder un texte en anglais qu'on m'interdit de photographier. Le TAFTA. Les migrants ou les réfugiés ou les clandestins, qu'importe le terme, les pauvres malheureux qui envahissent notre sol, ils ne peuvent rien faire ou plus. Parce qu'il faut maintenir, bien sûr, un système qui ne marche pas. Les djihadistes qui circulent en tous sens dans l'Union européenne, on ne peut rien faire. Et on ose parler d'un numéro vert. Je ne sais pas si on se rend compte du ridicule de la situation. Sur tous ces sujets, je ne vais pas être plus long, ils ne peuvent rien faire. En réalité, ce n'est pas qu'ils ne peuvent rien faire. C'est qu'ils ne veulent pas changer le cadre qui leur interdit d'agir. Donc il n'y a pas de fatalité. Et le drame dans ce qui se passe, c'est qu'en disant à longueur de journée, on ne peut rien faire, nos concitoyens ne croient plus en la politique. Parce que nos concitoyens ne savent pas obligatoirement qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont signé des traités qui leur lient les mains et qui de surcroît ne créent même pas la bonne Europe dont on aurait besoin. Donc une dépossession incroyable des leviers du pouvoir, la frontière, la monnaie, le budget, la loi. Des leviers que pourtant, et c'est un argument que je vous recommande d'employer, puisque quand on parle de la France, on nous dit on est trop petit. Que voulez-vous? Monsieur Raffarin est un spécialiste. À chaque fois que je suis sur un plateau télévision avec lui, il me dit « Mais la France n'a pas la taille de la Chine. Comment veux-tu qu'on lutte contre la Chine ?» Alors si je comprends bien, tous les pays qui ont moins d'1 milliard d'habitants doivent se coucher et en finir. C'est absurde. Je vous le dis très clairement. L'Angleterre, Singapour, 3 millions d'habitants, la Norvège, la Suisse, la Corée du Sud, l'Islande, la Russie et tant d'autres, sont-ils trop petits pour agir efficacement? Non. Sont-ils isolés du monde? Ah oui, parce que quand je demande que l'on maîtrise les leviers du pouvoir, on me dit « Mais vous voulez isoler les Français ?» Ces pays sont-ils isolés du monde? L'Angleterre est-il un pays fasciste qui n'est pas dans le bain de la mondialisation? Et pourtant, on montre son passeport en prenant l'Eurostar. Échouent-ils ces pays? La petite Islande qui a tenu tête à tout l'establishment bancaire, qui a dévalué sa monnaie et qui a relancé sa croissance? Non, au contraire, ils réussissent. Et ils réussissent pourquoi? Non pas parce qu'ils sont fermés au monde, parce qu'ils sont eux-mêmes, que leur gouvernement tienne les leviers du pouvoir, qu'ils coopèrent avec les autres. Ils ont leur cohésion parce que la légitimité politique a survécu, parce que la légitimité politique donne la responsabilité politique. Et la responsabilité politique permet la démocratie. Et sans démocratie, il n'y a pas de cohésion possible. Alors, oui, debout la France. Voilà notre projet. Voilà notre raison d'être. Voilà notre combat. Voilà notre étendard. Car il est temps de réveiller les Français. Et nous devons avoir le courage de leur poser une question, simple, immédiate et un peu brutale. Voulez-vous vivre libre au XXIe siècle? Voulez-vous vivre libre au XXIe siècle? Ou alors, préférez-vous devenir les esclaves consentants des nouveaux maîtres de la mondialisation? Une France colonisée, j'emploie ce mot volontairement provocateur, économiquement, démographiquement, culturellement, étrangers dans notre propre pays, dépossédés de nous-mêmes, de notre histoire, nous en avons parlé ce matin, de notre identité au sens noble du terme, de notre langue, la langue française, de nos paysages, de nos terroirs, de notre alimentation, de nos valeurs, de notre idéal républicain. En un mot, de tout ce qui a fait et qui fait la France qu'on aime. Alors oui, mes amis, il est temps de mener
le combat de libération nationale. Ce combat, attention, il est exigeant. Ce n'est pas un combat contre les autres. Ce n'est pas un combat contre une partie des nôtres. Il ne s'agit pas de se renier pour se défendre et se relever, mais tout au contraire, d'oser enfin être nous-mêmes pour rassembler toutes les composantes de la nation et se projeter avec confiance et audace dans l'avenir. C'est le point central. Fidèle à nos valeurs, mais déterminé à ne plus rien laisser passer. Ne plus se laisser faire, c'est très clairement reprendre en main le destin de notre pays. Alors je ne vais pas détailler le projet qui est le nôtre, car ce projet, il va justement se construire avec toutes celles et tous ceux, je salue Charles Bébédé qui est là, qui viennent de droite, de gauche ou d'ailleurs, comme dans la résistance. Mais en revanche, qui partagent la même idée de la République et de la France, le combat de nos valeurs. Non pas un combat sous prétexte de défense de la France qui viderait à accaparer le pouvoir pour un clan ou une famille. Le combat de toutes les composantes de la nation. C'est d'ailleurs le seul combat qui convaincra les Français. Alors, 4 axes fondamentaux sur lesquels je ne reviendrai pas, mais que je veux juste énoncer. Je crois qu'il y a urgence, oui, à pouvoir d'abord décider qui a le droit ou non de faire partie de notre communauté nationale. Et je pense, très clairement, que c'est parce que nous on a abandonné la question de l'immigration sur le terrain politique que d'autres partis s'en sont saisis. Et je pense qu'il faut oser dire que pour bien vivre ensemble, la France, les Français ont le droit de choisir qui peut entrer sur son sol ou non. Et qu'une fois qu'on est Français, eh bien, tout le monde est Français, quelle que soit son origine, sa religion. Mais on ne peut plus transiger sur la question migratoire. Elle est tout à fait symbolique de l'urgence de remettre en selle nos États-nations, ce qui ne leur interdira pas, bien au contraire, de travailler ensemble pour la politique étrangère, car la cause des migrations, bien évidemment, elle est en Afrique, elle est en Syrie, et je suis l'un des seuls candidats à la présidentielle en 2012 à avoir parlé du développement de l'agriculture africaine avec notre ami François Guillaume, ancien ministre de l'Agriculture, qui a bâti un magnifique plan pour développer l'agriculture africaine. Alors oui, je le dis, j'ai proposé de lancer un référendum d'initiative populaire pour le rétablissement des frontières nationales. La frontière, ce n'est pas un mur, c'est un filtre. Et je renvoie au magnifique livre de Régis Debray, Éloge de la frontière. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Mais c'est fondamental, car si nous ne réussissons pas cela, d'autres s'en empareront pour ériger des murs et aboutir à des haines qui conforteront le système, qui ne veut pas en entendre parler, bien sûr, de frontières. Donc il faut trouver le juste milieu, et ce juste milieu, c'est le courage de mettre sur la table et sur la place publique la question de l'immigration, non pas pour exclure, mais pour rassembler les Français et ceux qui sont arrivés sur notre sol dans un esprit d'assimilation et d'intégration. La deuxième urgence est de reconstruire l'État pour garantir la paix civile. Et là, c'est le maire de banlieue qui vous parle. Assez du règne de l'impunité et du laxisme. C'est exactement comme pour l'école publique dont parlait Brigelli. Ce sont les plus défavorisés qui subissent l'insécurité. Les favorisés n'ont pas de problème. Ils n'ont pas ce que nous vivons en Seine-Saint-Denis, en Essonne ou dans les quartiers, dans les beaux quartiers de Paris. D'ailleurs, ils ne le supporteraient pas une semaine, ce que nous vivons depuis des années dans nos quartiers. Voilà pourquoi il est fondamental de restaurer l'autorité de la police et de rendre la justice au nom du peuple français. À cet égard, juste une parenthèse, on ne peut pas continuer à tolérer la circulation, la libre circulation de djihadistes de retour de Syrie sur notre sol. J'ai proposé que les étrangers qui sont connus pour revenir de Syrie soient expulsés et interdits de territoire comme dans tout pays au monde. Et j'ai proposé que les Français qui reviennent de Syrie soient éloignés du territoire métropolitain pour être mis dans un centre sous contrôle judiciaire, bien sûr, de détention préalable pendant une période donnée pour s'assurer qu'ils ne soient pas des instruments de Daesh pour porter le terrorisme sur le territoire français. Il ne sert à rien de voter une loi sur le renseignement qui espionne la France entière
pour surveiller entre 800 et 5000 personnes. Il faut d'urgence se saisir de cette question. Il y a un très bon rapport de Mme Goulet au Sénat. Si nous ne faisons pas cela, nous risquons d'avoir d'autres attentats et obligatoirement de très graves troubles dans le pays. Troisième urgence, remettre en marche le moteur économique sans lequel il ne peut y avoir ni prospérité ni partage social. Nous ne pouvons plus nous laisser déposséder de nos savoir-faire industriels. Il n'est plus possible de laisser s'expatrier notre jeunesse et nos forces vives. Il est temps de rendre à nouveau notre pays attractif pour les créateurs. Cela passe bien sûr par un effort national pour maîtriser la dépense publique, simplifier les réglementations, baisser les charges des PME qui investissent, je l'ai déjà dit. Mais, et Jean-Pierre Chevènement, je le sais, est d'accord sur ce point, nous ne pouvons pas faire cela si parallèlement nous ne réglons pas la question de la monnaie unique, qui est un aspirateur à richesse vers les zones les plus riches et qui est en train de créer des dysfonctionnements terribles dans toute l'Europe. Votre proposition, mon cher Jean-Pierre, de transformation de la monnaie unique en monnaie commune tombe sous le coup du bon sens. C'est la solution. Je remarque d'ailleurs que c'est exactement le plan qu'avaient proposé à une époque Édouard Balladur et Philippe Séguin, une monnaie commune qui permet des ajustements entre les monnaies et qui n'interdit en rien une coopération monétaire européenne. Mais bien évidemment, on cherche à faire peur aux Français sur l'euro, alors que c'est la question vitale pour doper nos entreprises, pour relancer la croissance, pour offrir les millions d'emplois qui manquent dans notre pays, ce qui n'interdira pas un effort national, c'est évident, sur le travail, sur la libération des énergies. Enfin, dernier point, on en parle rarement. C'est lié à l'école, mais ça dépasse l'école, et je remercie le président du syndicat universitaire d'en avoir parlé. Il est temps aussi de réapprendre à nos concitoyens à se projeter collectivement dans ce que j'appelle le monde d'après. Le défi scientifique est rarement abordé, alors qu'il s'agit sans doute de l'enjeu le plus vital qui décidera de la hiérarchie des nations au XXIe siècle. Là encore, il est temps de se libérer de la dictature court-termiste de la Commission de Bruxelles qui voudrait interdire tout investissement public. Airbus n'aurait pas pu être créé aujourd'hui, ni Ariane. Vous le savez, c'est absurde. Alors que la Chine, les États-Unis investissent des dizaines de milliards dans les technologies d'avenir. On ne peut pas continuer à voir 400 000 chercheurs européens vivre aux États-Unis. C'est un chiffre extravagant. Nous avons des capacités scientifiques dans notre pays exceptionnelles. Soigner le cancer, inventer le panneau solaire à haut rendement, développer les nanotechnologies, dresser la carte du génome humain, c'est l'Essonne, imaginer la voiture propre, multiplier les robots, exploiter raisonnablement les océans. Mais ce sont des magnifiques défis pour notre jeunesse. Pourquoi n'en parle-t-on jamais? Ils se disent modernes tous. Ils passent leur vie à se dire modernes. Ils ne parlent jamais de l'avenir. Ils ne donnent pas d'avenir à nos enfants. Alors, c'est un point fondamental. Et la crise climatique, dont on va beaucoup parler. D'ailleurs, les Verts ont bien commencé la préparation du sommet climatique du mois de décembre. C'est l'occasion peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Pierre Chevènement, de sortir la protection de l'environnement du kidnapping d'enfants attardés post-68 art. Et la protection de l'environnement n'a pas à être une valeur détournée de son objectif. Un État fort, non pas obèse, fort, des règles, le souci du long terme, mais c'est la protection de l'environnement. Nous sommes beaucoup plus environnementalistes que la plupart des excités qui se chamaillent dans un certain parti qui est en train de s'évaporer, comme les océans. C'est absurde. Donc je vous invite, et nous avons un gros travail, cher Éric Anceau, qui prépare notre projet, un gros travail à fournir pour arrêter ce kidnapping des valeurs environnementalistes par des fous dingues. Enfin, vous le voyez, et nous allons en terminer de nos belles universités d'été. Je voudrais vous dire que pour garder sa liberté, la France doit préparer sa jeunesse à s'élever, à se surpasser, à maîtriser son destin. Je me réjouis qu'il y ait tant de jeunes dans notre mouvement. Je me réjouis que l'avenir de notre pays puisse renaître ainsi. Quand je vois des jeunes, cher Jean-Pierre Chevènement, de 14 ans, 15 ans m'écrire et dire le gaullisme, c'est important pour moi. C'est extraordinaire, c'est extravagant.
Cela prouve qu'il y a une sorte de fil conducteur, que l'amour de la France ne peut pas disparaître comme ça. Et il y a tout à l'heure l'élection du président de Debout les Jeunes. Et ils sont si nombreux dans notre parti. C'est eux qui vont redresser la France. C'est eux qui vont la relever. En tout cas, c'est la dernière chance. Et je me faisais une réflexion hier soir en rentrant. Je me disais quand même, je m'étais fait cette réflexion un jour en allant à Caen. Caen, ville détruite, je voyais des photos de Caen. En 45, 44, plus rien. Et je me disais quand même, un pays qui en 1945 était un champ de ruines, qui s'est relevé par ses propres forces, par sa propre volonté, par son travail, parce qu'il en avait l'envie. Et aujourd'hui, la sixième puissance mondiale, devrait fermer les portes, devrait dire c'est fini, devrait dire à ses enfants aller travailler à Singapour, en Californie, en Angleterre, à Londres, à Berlin, c'est fini, on a fermé, on ne peut pas, c'est trop dur. Mais c'est extravagant, c'est incroyable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre destin, il est dans notre tête. Il est dans nos têtes, pas dans celle des hommes politiques seulement, dans celle des Français. Mais comment voulez-vous que les Français croient à nouveau en la France si leurs dirigeants, si leurs pseudo-élites, qui ne sont qu'une oligarchie fatiguée, n'y croient plus eux-mêmes? Alors voilà l'enjeu. Ne croyez pas ceux qui vous endorment, ceux qui vous manipulent, ceux qui vous trompent pour maintenir leur politique mortifère sur lesquelles en vérité ils ont bâti leur carrière. Nous savons que la France peut se relever. Notre projet est prêt. On ne compte plus les rapports, les propositions, les colloques. Nous savons ce qu'il faut faire. C'est peut-être prétentieux, cher Jean-Pierre Chevènement, mais vous savez ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de se poser des questions existentielles. Tout est là. L'enjeu est politique. Politique. Et j'en viens à la fin de mon propos. Il s'agit de convaincre nos concitoyens qu'il y a une voie, qu'on peut se réveiller et qu'on peut se donner les moyens de survivre collectivement. Et j'en viens à une question éminemment politique, peut-être très ras de terre. On nous dit, mais mon pauvre gars, il y a 3 partis, il y en a 2 qui alternent et puis il y en a un nouveau, voilà, et on joue ensemble. On pourrait être démoralisé. Si il n'y avait pas 25 millions de Français qui refusent ce tripartiste de misère. Il y a 25 millions de Français qui ne votent plus, les amis. Alors si ce nouveau parti dont on parle tant et qu'on agite en permanence, comme pour sauver les 2 pauvres qui sont à bout de souffle, dans un espèce de duo malsain, si ces partis étaient si populaires, il n'y aurait pas 25 millions de Français qui traînent les pieds et qui ne vont pas voter. Alors voilà, je pense que quand des sondages disent qu'il y a 1/3 des Français, 72%, qui ne veulent surtout pas voir François Hollande réélu, et qu'il y en a 75% qui ne veulent surtout pas voir revenir Nicolas Sarkozy, et qu'il y en a 70% qui estiment que c'est la guerre civile si Marine Le Pen est élue, et pourtant, matin, midi, soir, l'actualité tourne autour de ces 3 prétendants. Alors moi je vous le dis, parce que ça j'en suis certain. Les Français ne veulent pas lâcher la proie des partis traditionnels aux abois pour l'ombre d'un recours risqué et hasardeux. La France est un vieux peuple sage. Les Français ont été tellement trompés. Et c'est pourquoi d'ailleurs les partis aux abois ont besoin de ce parti hasardeux. Parce que c'est le seul moyen de rester au pouvoir. Les Français n'en peuvent plus de l'offre politique traditionnelle et le font savoir. Mais ils ne veulent pas n'importe quelle aventure. Ce qui leur manque aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais leur offrir, c'est ce que nous allons leur offrir avec tous ceux qui le voudront. Ce sont des patriotes sérieux, oui, parce que les Français sont sérieux. Rigoureux, parce que les Français ont trop vécu le laxisme. Responsables, parce que les Français ont trop vécu des irresponsables. Ferme sur les solutions à mettre en œuvre, mais capable de rassembler, c'est-à-dire de ne pas opposer les Français entre eux. Debout la France et cette force politique qui, avec d'autres, je l'espère, marquera peu à peu des points, car nous sommes la seule solution raisonnable
la seule rupture possible sans l'aventure. Alors oui, mes chers amis, au bout de vos peines, de vos impatiences, parce que nous en avons des impatiences, de nos frustrations, parce qu'il en existe, il y a l'immense espoir de changer le cours de l'histoire. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Notre responsabilité est immense. Notre tâche, mon cher Jean-Pierre, est exaltante. Et nous ne pouvons que réussir, car il en va de l'avenir de notre pays. Vive la République, vive la France! Allons. La Marseillaise, non.